9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face. Dans un instant, on va revenir sur la semaine de Donald Trump. Mais avant ça, l'affaire de Betaram. François Bayrou va être entendu par la commission d'enquête parlementaire. Il est accusé par un ex-gendarme d'être intervenu, même en 98, alors qu'il enquêtait dans l'affaire Betaram. Compliqué pour le Premier ministre, là, quand même, Alex Darmon, non? Oui, c'est compliqué. Après, c'est compliqué, mais c'est logique qu'il soit entendu, étant donné qu'il est partie prenante de ce drame, en réalité. Comment ça, partie prenante? Partie prenante, vous avez raison, c'est pas le bon terme. Non, c'est pas le bon terme. Vous avez raison de me reprendre, c'est pas le bon terme. Non, quand je dis partie prenante, c'est qu'en tout cas, il est indirectement concerné par cette histoire, étant donné parce qu'avec des enfants là-bas et tout, voilà, bien sûr, c'est sa ville d'origine. Mais effectivement, c'est pas partie prenante, vous avez raison de me reprendre. Maintenant, c'est important aussi que la commission d'enquête parlementaire fasse son travail, entende les personnes qui puissent avoir des choses à dire. Et donc on va attendre, je crois que c'est le 14 mai. Voilà, on va attendre que le Premier ministre François Bayrou s'exprime avec une présomption d'innocence à respecter. Mais il est déjà fragilisé depuis le début de l'enquête et depuis le début des révélations. En réalité, je pense même que si il est serein, c'est plutôt une chance de pouvoir s'exprimer et de pouvoir aller s'expliquer devant les parlementaires. Maintenant, quand on connaît les parlementaires, et en tout cas certains parlementaires, alors je crois que c'est à l'Assemblée nationale, cette commission parlementaire, si elle arrive au Sénat derrière, le Sénat, quelquefois, leurs commissions parlementaires, elles sont très très musclées. Il faut vraiment s'y préparer, c'est pas juste on va vous entendre et vous allez nous raconter votre histoire ou nous donner votre avis. C'est que c'est très long, une commission parlementaire, on pose des questions et vous êtes passé sur le grill pendant quelquefois plusieurs heures. Donc voilà, c'est intéressant et je pense que c'est aussi signe que la démocratie elle vit et que s'il y a un moindre doute ou quoi que ce soit, on demande au Premier ministre de s'exprimer. Éric Tegner ? Politiquement, oui, c'est très mauvais pour lui. Il est fragilisé depuis la sortie de cette affaire parce que, effectivement, il l'a très mal géré dans tous les cas. Je ne parle pas de l'affaire en tant que telle, mais la sortie des articles de Mediapart. Tu l'as dit tout à l'heure, il faut absolument qu'il prépare les réponses de sa commission d'enquête parce que pour l'instant, il avait plutôt donné l'impression de mentir. Et vous savez, en politique, c'est ça le problème, c'est que si vous êtes honnête dès le début, ça se passe bien. Si vous commencez à mentir ou à essayer d'aller à côté, d'être plutôt imprécis, on vous tombe dessus. Donc c'est quand même ce qui se passe. Il y a un feuilletonnage qu'on sent. La gauche aussi a réussi à s'unir contre François Bayrou sur cette thématique. Donc là-dessus, on voit quand même aussi, moi j'ai pu parler à des proches de François Bayrou qui eux-mêmes le défendaient au début de la sortie de l'affaire et aujourd'hui disent quand même ça a l'air de sentir assez mauvais. Dans tous les cas, moi là où je suis assez d'accord, c'est que c'est forcément négatif. C'est forcément négatif parce que c'est une affaire où on ne comprend pas dans tous les cas qu'on en parle 20 ans plus tard uniquement, qu'on ait attendu finalement que François Bayrou devienne Premier ministre pour s'y intéresser. Moi, c'est ça qui me choque en fait. Ça veut dire qu'il a été plusieurs fois candidat à la présidentielle, etc. Si vraiment à un moment il a une responsabilité, pourquoi on ne l'a pas su avant? Parce que ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose où beaucoup de gens savaient. Et donc c'est ça le problème. Et le dernier point, c'est qu'il faut le faire quand même sereinement. Il y a une réalité, c'est qu'on a attendu 20 ans, donc il n'y a pas une précipitation. Là, c'est fondamental qu'il y ait un consensus sur ce sujet. Je crois que parfois, il faut accélérer le tempo, voire mettre un tempo médiatique pour mettre de la pression lorsqu'il y a une urgence. Là, on n'est pas dans l'urgence. Il faut qu'il y ait une vérité qui soit partagée par l'ensemble des Français. Donc, pour le coup, l'acharnement contre François Bayrou et la politisation qui en est faite par la gauche, je pense qu'elle dessert complètement la cause de la défense des enfants qui dépasse largement les clivages politiques. Après, comme dans toute histoire judiciaire, il faut faire attention. Il y a une présomption d'innocence, mais globale. Premièrement, deuxièmement, il n'y a pas de preuve matérielle au moment qu'on l'apporte. Non, puis toute la question, c'est de dire est-ce qu'il savait qu'est-ce qu'il savait, comment il pouvait intervenir. Encore faudra-t-il le prouver. À un moment donné, il faudra prouver si lui dit qu'il ne le savait pas. Il faudra prouver qu'il savait si vraiment on veut avoir des reproches à lui faire et si vraiment ça doit l'inquiéter. Oui, mais hier, devant la commission d'enquête, il y a un ancien gendarme qui a réitéré sous serment ses révélations au sujet d'une intervention de François Bayrou. Oui, mais ça veut dire sur des faits de viol dans l'établissement religieux de Betaram. Oui, mais le problème, c'est que ça, vous savez, 20 ans après, ça veut rien dire une intervention. Une intervention sur quoi? Est-ce qu'à un moment, il a pu dire
dire quelque chose, mais sans avoir conscience de ce qui était vraiment derrière. Complètement. Voilà, ça peut vous arriver un jour que quelqu'un vous croise dans un couloir et vous dise ah tiens, il y a peut-être ça, et il vous dit pas tout, et vous comprenez pas, vous êtes pressé, vous passez, il vous dit 20 ans après qu'il vous a prévenu. C'est ça, c'est ça le grand problème. Il y a eu des plaintes. Bon, il y a un an, en fait, c'est arrivé. Il n'y a pas que. C'est vrai qu'il y a l'exploitation politique aujourd'hui, mais il y a eu des plaintes, en fait, avec le livre là aussi d'Alain Esquer. Oui, mais encore une fois, il peut y avoir des plaintes. Il y a aucun souci. Mais quel est le rôle de François Bayrou dans cette histoire générale, premièrement, et deuxièmement, s'il a vraiment une responsabilité, ce qu'on ne sait pas. Si vraiment il a une responsabilité, si c'est parole contre parole, il faudra le prouver à un moment donné. Il faudra avoir des preuves matérielles. Non, mais on a assez dit depuis plusieurs semaines dans notre pays. C'est pas une fois qu'il a été Premier ministre qu'il y a eu en fait ces plaintes. Mais il y a eu sans doute une exploitation différente, bien sûr aussi. C'est certain, quand vous voyez qui sort l'histoire. Mais qui est négative. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça en dit long sur la société. C'est-à-dire qu'on est dans une société où aujourd'hui, il y a cette affaire, mais il y en a plein d'autres. Il y a des suspicions sur beaucoup d'autres cas. C'est une certitude. Le problème, c'est que ça veut dire que lorsque on va faire ce type d'accusation, lorsqu'on va lancer ce type de choses, il faut le faire sereinement. C'est important. Parce que sinon, vous finissez par vous mettre des œillères. Vous finissez par entendre tout et n'importe quoi. Et du coup, le jour où vraiment on veut vous dire attention, il se passe telle chose. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune de croiser des amis qui avaient été dans différentes pensions. Moi, j'étais en pensionnat. Vous savez, quand vous êtes en pensionnat, vous vous interrogez toujours sur ça. Moi, j'étais dans une école, il y a eu des choses quelques années avant, il y avait d'autres écoles qui le faisaient, etc. En fait, si on vous dit plein de choses et que ça n'est pas mis dans un cadre serein, vous savez, à un moment, vous êtes là, vous vous dites, bon, je veux pas savoir. Et ça dépend de votre responsabilité. Est-ce que vous pouvez échanger grand-chose, etc. Il y a les rumeurs. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, la société ne s'est pas construite et l'institution pour protéger de ça. Mais c'est fondamental d'en parler sereinement. Je suis complètement d'accord, et c'est pour ça aussi qu'il faut faire confiance à la justice de notre pays. Voilà. Et par conséquent, il y a des plaintes qui ont été déposées. Il y en a beaucoup. Les dossiers qui vont être évalués. Qui sont concernés. On a appris à Neuilly cette semaine, près de Paris, et la commission d'enquête parlementaire, elle vient ici pour compléter un travail judiciaire, mais en aucun cas pour juger. Alors après, c'est souvent des établissements privés qui sont visés, là, en fait, aussi. Dans le public, il y a eu beaucoup de choses. Bien sûr. Aussi. Dans le privé, ça peut se savoir plus facilement. On a tous des histoires de suspicion à un moment donné. Alors, parfois, c'est pour ça sur le compte de rumeurs, pas de rumeurs, etc. C'est compliqué, C'est pour ça qu'il ne faut pas essentialiser. C'est parce qu'à un moment, on va y avoir un professeur qui va avoir ce type de comportement dans une école, que c'est l'école en tant que telle qu'on remet en cause. C'est ça le problème quand on parle du privé, c'est qu'en fait, il y a quand même cette idée que si vous êtes une école privée, peut-être catholique, en fait, il y a une logique de systématisme qui tend à ce type de comportement. Et ce qui change aussi, là, aujourd'hui, au-delà de cette affaire de Betaram, c'est ce qu'il n'y avait pas auparavant, c'est-à-dire c'était la justice qui enquêtait, en fait, sur des affaires, c'est qu'aujourd'hui, il y a des commissions d'enquête parlementaires. Mais ça change pour tout radicalement. Oui, mais alors je sais pas si c'est une bonne chose pour tout. Franchement, parce que ce ne sont pas non plus. Honnêtement, pas. Ce ne sont pas des policiers, des magistrats qui enquêtent. Oui, mais ce sont des auditions. Mais vous avez raison. Donc il y a une question. Il y a eu de très bonnes tribunes en fait cette semaine en disant attention jusqu'où on va par rapport à ça. J'ai pas mal suivi certaines commissions d'enquête. Honnêtement, le travail qu'ils font est nul. Non, mais d'autres. Je parle pas. Oui, mais ce que je veux dire par là sur le travail, je veux dire, on n'est pas dans les commissions d'enquête des États-Unis. Les moyens qui sont donnés sont pas si bons. On est obligé, par exemple, si quelqu'un veut témoigner auprès de la commission d'enquête de façon informelle, il peut pas le faire, il doit passer par une voie officielle. Et il y a beaucoup de choses où ils vont pas travailler, et ça va beaucoup être de la mise en scène. Donc oui, dedans va y avoir des personnes qui vont travailler, mais le problème c'est quand même lancer une commission d'enquête, ça peut souvent être de la communication, et que si un politique ou quelqu'un décide justement de l'angler sur un thème, il peut le faire sans le travailler. Donc pour moi, ça ne crédibilise rien du tout une commission d'enquête. Moi, je suis pas du tout d'accord, effectivement, pour en avoir suivi. Comme dans tout, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais dire que leur travail est nul. Oui, mais c'est pas les États-Unis, ce que je veux dire. Il n'y a pas les moyens. Prenez des enquêtes, commissions d'enquête parlementaires légendaires en France, comme il y a quelques années sur Alexandre Benalla. Le travail du Sénat, qui avait fait le Sénat sur cette enquête, était vraiment remarquable. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui en étaient concrètement sorties. Bruno Le Maire sur les comptes, pareil, il y avait des choses qui en étaient sorties. Alexis Kohler qui refuse de venir à la convocation
négociations, ça pose quand même un problème. D'accord, mais ça c'est pas de la faute des parlementaires. Oui, mais c'est pas de la faute des parlementaires. Non, mais les parlementaires décident de ne pas sanctionner derrière. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus. En tout cas, est-ce que vous êtes obligé? Est-ce que vous êtes obligé? C'est pas la justice. Théoriquement, oui, mais si la, non, c'est pas la justice. Mais l'Assemblée aurait pu décider justement de le sanctionner. Mais il décide de pas le faire. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que l'Assemblée et le Sénat n'ont généralement pas les mêmes commissions d'enquête parlementaires. Et je vous engage à regarder les commissions d'enquête parlementaires au Sénat qui sont vraiment très intéressantes. Vous êtes un défenseur du Sénat là. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité parce que je crois qu'il y a un rôle de contre-pouvoir aussi. Dans un instant, on continue la vérité en face, autour aussi de Donald Trump, les droits de douane et la pression des marchés, la guerre commerciale avec la Chine. On en parle dans un instant. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Rocher. La vérité en face jusqu'à 10h. Que dire de la semaine autour de Donald Trump et la guerre qu'il a et je rappelle, en fait, il se passe tellement de choses avec Trump qu'on en est un petit peu perdu, quoi. Hein. Il a démarré la semaine très très fort, et puis alors il a baissé ses droits de douane. Il a dit on va faire une pause. Il en remet une couche quand même sur les Chinois. Elon Musk avec lui visiblement a quand même un peu de plomb dans l'aile, la relation, quoi qu'on en dise. Alors on a parlé d'un délit d'initié. Il y avait un économiste très bon ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. Il dit non, c'est pas parce qu'il a dit que il allait revoir les trucs que tout de suite il y en a qui vont acheter, il y en a qui se sont plantés. Enfin bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'attitude en fait de Trump? On va pas aller dans le fond technique parce que c'est quand même un peu compliqué, mais sur son attitude et à travers ses déclarations. Éric Tegner, Alex Darmon. Alors moi déjà je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Déjà ce qu'on voit c'est que il n'est pas enfermé seul à la Maison Blanche avec les mêmes conseillers qui pensent la même chose. Ce que cette histoire a montré quand même, c'est qu'il a deux clans dans son entourage et qu'il écoute les deux. Parce que d'abord, lorsqu'il a été extrêmement virulent sur l'augmentation des droits de douane, il a effectivement pris fait et cause pour la frange la plus protectionniste et ensuite finalement il s'est rallié à la frange d'Elon Musk. Donc c'est la même chose, on disait qu'il s'était éloigné d'Elon Musk, finalement il revient dessus. Aujourd'hui, Donald Trump, de toute façon, bien sûr, hein, les Américains notamment qui sont liés à la bourse, hein, on sait que la retraite par capitalisation c'est très important, ça fait le yo-yo en ce moment. Moi, je pense que ce qui va compter, c'est ce qui va se passer dans les mois à venir. De toute façon, c'est toujours la même chose de négociation. Il faut pas avoir peur parce que les marchés s'écroulent. Les marchés, c'est les États-Unis. Vous savez, on n'est pas le CAC 40. Ça veut dire que dès que ça va être bon, ça va repartir. Donc, mais ce qui est certain, c'est que il y a un trouble de leur côté et qu'il va falloir qu'à un moment, Trump quand même, il dresse un cap clair et qu'il s'y fixe, quoi. Ouais. Bon, écoutez, ce que je retiens de cette semaine agitée, c'est que pour la première fois, Donald Trump parle de l'Europe ensemble, en un bloc. C'est-à-dire que pour la première fois hier, quand vous l'écoutez, il dit les Européens, ils ont su réagir, ils ont su s'adapter. Donc ça fait plusieurs semaines, et moi le premier, où on dit l'Europe, ça sert à rien, c'est trop tard, c'est machin, on semble se réveiller. Il faut constater quand même qu'hier Donald Trump, alors après il est dans son rôle, hein, et il est dans son jeu habituel, mais il dit pour la première fois l'Europe a voulu monter les droits de taxes, ils ont eu peur, voilà. Donc il considère pour la première fois l'Europe comme un bloc. Donc ça c'est vraiment important à souligner. Et ce que je considère aussi, et ce que je remarque aussi, c'est que la vraie guerre qu'il a ouverte, elle va être avec la Chine pour le moment, et que je pense que l'Europe justement dans cette guerre peut être un dommage collatéral. Voilà, parce que vers qui la Chine va se tourner si elle peut plus vendre aux États-Unis? Vers l'Europe. Et donc l'Europe à un moment donné va devoir gérer ce flux de produits, et je sais pas comment on va faire, parce que d'ailleurs c'est marrant. On a imposé des droits de douane parce que oui, mais bon, sur les voitures chinoises, ils sont quand même moins élevés que les États-Unis. 30%. Oui, mais on voulait 25-30%. Quand vous voyez 84, 100%, 120% de la part des États-Unis. Bien sûr. Bon, voilà. Donc à un moment l'Europe va devoir aussi gérer cet afflux de produits. Et je pense que c'est quand même un point très important, c'est que l'Europe est malgré elle en train de re-rentrer dans le jeu, mais je sais pas comment elle va devoir gérer tout ça. Parce qu'il y a la route de la soie, la fameuse route de la soie qui a été ouverte par les Chinois. D'ailleurs, avec les Européens qui ne s'y sont pas opposés, à tel point d'ailleurs que pour éponger la dette de la Grèce, on a vendu beaucoup de choses aux Chinois. Et puis il y avait Vancorex là tout à l'heure, hein, on en parlait justement avec des éléments stratégiques. Moi je partage totalement l'avis d'Alex là-dessus. On ne voit pas assez le danger chinois. Ça fait des mois qu'on dit quand même qu'effectivement, en fait, la Chine, ils
ont un problème de croissance interne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus faible. Et donc, de base, ils avaient besoin d'exporter beaucoup plus. Et donc, si les États-Unis se ferment, ça va être vers l'Europe qu'ils vont le faire. Et en plus, la crainte, moi, que j'ai en tant que journaliste de droite, c'est que les dirigeants européens qui sont plutôt souverainistes, comme Giorgia Meloni ou comme Viktor Orban, sont les premiers à tendre la main aux Chinois. Viktor Orban a reçu des investissements massifs des Chinois. Ça a même provoqué des divisions au sein de son propre camp, le Fidesz. C'était dès 2019. Et on se rappelle aussi des méga contrats qui ont été faits par Giorgia Meloni à l'égard des Chinois. Donc ça, c'est le problème majeur. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue plus large, quand on parlait notamment de la guerre en Ukraine, moi je disais souvent que ce qui m'inquiétait, c'est qu'on donnait l'impression que notre adversaire numéro 1, c'était la Russie, qu'on était sur une logique de guerre militaire, alors que je pense que demain, on voit à quel point, sur le choc de cette semaine, l'économie est essentielle. On est d'abord, et la force de l'Europe, ça doit être une logique économique et avoir en tête que l'adversaire numéro 1, ce sera les Chinois. Bon, merci beaucoup. Tiens, puisque vous parlez de l'étranger, Frontières, votre numéro de ce mois-ci, là, LFI, le parti de l'étranger, enquête sur la galaxie anti-France. C'est cash, Éric Tegner, dans votre magazine Frontières, à découvrir, bien sûr, la chaîne YouTube Les Indécis. Qu'est-ce que vous avez au menu, là? On reçoit Julien Audoul bientôt. Julien Audoul. Ouais. Dites donc, ouais. Et puis vous préparez quelque chose, je crois, avec Dupond-Moretti. Oui, pour la télé, on en parlera plus tard. La télé dans un instant. Frédéric Devincel, directeur général des programmes en charge des plateformes et dans le groupe M6, qui sera l'invité de Valérie Expert, Gilles Gansman, la partie média, et puis n'oubliez pas tous les programmes ce week-end. Tiens, justement aussi dimanche, dans Toute Vérité avec Alexandre Devecchio, puisqu'on parlait de la guerre commerciale, l'essayiste américaine Julie Girard qui sera l'invitée, et puis le week-end rugby aussi.